Et du coup, j'ai quitté, j'ai posé ma démission et j'ai rejoint ce projet comme freelance. Et je suis resté 4-5 ans comme freelance pour aider à bosser sur ce projet. Mais très rapidement, tu vois, j'ai commencé à faire des sides sur le côté en fait. Donc j'avais déjà ce truc en freelance, mais en fait c'était pas vraiment entreprendre. Tu vois, pour moi le freelancing c'est... Ça a été quoi pour toi le premier projet sur lequel tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur et c'était quand? Bah écoute, mon tout premier projet, donc je suis sorti, moi j'ai fait ici des marketing, école de commerce comme on dirait en France. Et puis quand je suis sorti, j'ai bossé dans une banque. Pendant 1 an et demi, je me faisais un peu chier. Et j'ai toujours voulu créer un truc, tu vois. Déjà, ce que j'avais fait dans les études avant, c'était chaque fois, j'ai fait 2 diplômes différents, c'était chaque fois avec option création d'entreprise. Donc j'avais déjà ça dans ma tête, c'était le but de créer une boîte. La banque, c'était tu sors des écoles, tu as un job qui est là, tu es là, ok, je prends. C'est dur de trouver du taf, donc je le prends. Et puis j'ai envoyé un mail à tout mon réseau en disant voilà, je veux me lancer. Si vous avez un projet, je jump, quoi, en gros. Et puis j'ai un pote qui m'a envoyé ouais, je connais un Français qui lance un projet, etc. Je te mets en relation. Je t'ai mis en relation et donc c'est un gars qui faisait des services bien-être en entreprise et à l'époque, il avait la volonté de créer des coffrets cadeaux. J'imagine que vous avez aussi ça en France, genre les bongos, je sais pas si c'est le même nom. Smartbox. Smartbox, voilà. Donc son idée c'était je crée le Smartbox, mais avant que ça existe. Hein. À l'époque, ça n'existait pas encore. Et il cherchait quelqu'un pour l'aider à lancer ce projet. Et du coup, j'ai quitté, j'ai posé ma démission et j'ai rejoint ce projet comme freelance. Et je suis resté 4-5 ans comme freelance pour aider à bosser sur ce projet. Mais très rapidement, tu vois, j'ai commencé à faire des sides sur le côté en fait. Donc j'avais déjà ce truc en freelance, mais en fait c'était pas vraiment entreprendre. Tu vois, pour moi le freelancing c'est ok, j'ai mis un pied dedans, donc je suis sorti. Qui entreprenait. Ouais. Voilà. C'était pas toi ton propre projet. Ouais, exactement. Et quand tu étais freelance, t'as lancé des side projects ou t'as vraiment attendu après? Alors pas tout de suite, je pense que ça a dû être peut-être 1 an et demi après, un truc comme ça. Je sais plus les dates exactes. L'autre opportunité, j'ai commencé à vendre du cava. Donc je sais pas si tu vois, c'est le mousseux, le champagne entre guillemets espagnol. Moi, il se faisait que ma grand-mère a un appart, j'allais souvent en Espagne quand j'étais jeune, et on buvait toujours du cava et on ramenait des caisses, tu vois, dans les bagnoles. Mes oncles et tout, ils chargeaient les voitures avec des caisses de cava et tout le monde demandait toujours d'en acheter. Je me dis tiens, c'est fou, c'est pas encore très connu ici, alors que c'est un produit, franchement, rapport qualité-prix qui est top, etc. Et là, c'était un Belge qui lançait une boîte, qui crée une marque de cava avec une super identité, avec un chouette nom, branding et tout. Je dis tiens, c'est sympa comme projet. Moi, est-ce que je serais chaud que j'en revende quoi. Et donc j'ai commencé comme ça à revendre du cava à côté. Et puis à toquer à quelques restos, quelques événements, etc. Ouais. Et puis j'ai commencé à distribuer, finalement à devenir distributeur. Puis j'ai sympathisé avec le fondateur. Et puis finalement, ça devenait compliqué la gestion entre distributeurs. Mais je faisais beaucoup d'événementiels, tu vois. Je trouvais des chouettes événements dans ma région pour faire la promo du cava. Ça devenait compliqué parce qu'on offrait des bouteilles. Et finalement, je dis écoute, moi j'offre des bouteilles, j'offre des trucs. Donc au niveau de la marque, ça devient compliqué. Finalement, je devais plutôt un rôle d'évangélisateur de la marque, etc., que vraiment un distributeur. Et finalement, je me suis retrouvé à devenir aussi freelance pour cette boîte, plutôt que distributeur, si tu veux. C'était une chouette petite aventure aussi, parce que là, j'avais une chouette perspective, en fait, de devenir actionnaire de la boîte. Ouais. J'ai bossé pendant je pense, 3 ans pour cette boîte. Avec une chouette ascension, on a commencé à être partout dans les gros événements, dans les grandes surfaces ici, dans toutes les chaînes principales, quasiment toutes les chaînes principales de supermarchés ici en Belgique. C'était une chouette aventure parce que j'ai appris aussi la négociation avec les vendeurs, enfin avec les acheteurs, grande surface, tout ça. Et puis je suis parti voyager avec ma compagne à l'époque pendant 3 mois et demi. Je dis écoute, là j'ai besoin de faire un break de voyager. Je suis parti 3 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois, ouais, en Amérique centrale. Et normalement, quand je revenais, j'étais censé monter dans la boîte et devenir actionnaire.
Et puis finalement, en fait, juste la décision d'un acheteur en grande distrie a fait sauter la boîte, quoi. C'était un truc de fou. La boîte, on était distribué ici une chaîne de supermarchés qui est très connue qui s'appelle Colruyt. C'est vraiment la boîte, c'est là que tu fais du volume à crever, c'est la vache à lait, quoi. C'est le truc, tu envoies les camions direct dans les supermarchés. Et du jour au lendemain, l'acheteur a changé le produit, il l'a délisté et la boîte a fait faillite. Oh putain. Et moi, je rentrais du... C'était chouette parce que je rentrais de vacances, j'étais censé devenir actionnaire de la boîte et monter dans le capital et tout, et puis j'avais plus de boulot. Et c'était un acheteur que tu gérais toi, ou c'était quelqu'un d'autre qui le gérait, cet acheteur? Non, en gros, tu vois, dans ces boîtes, souvent ils changent d'acheteur. C'est assez fréquent, tous les X années, comme ça ils tournent. Justement, comme ça ils font pas trop de copinage avec les marques, etc. Ouais. Et c'est juste un changement d'acheteur, alors c'est jamais, hein, ils ont leurs intérêts, tu sais pas trop. Et c'est juste le gars qui a dû décider de sortir le produit, d'en mettre un autre. Mais en fait, dans ce genre de supermarché, ils ont une approche volume, c'est-à-dire que genre dans cette gamme de produits, tu avais genre, j'exagère, mais style 3 références, là où chez Carrefour, tu vas en avoir 15, 20, tu vois. Donc en fait, tu fais énormément de volume, mais quand ils décident de te sortir, ça te plombe un business, quoi. Oui, tu avais fait des commandes dans tous les sens. Ben, on est dans la merde. Ouais, ça te plombe le business. Je comprends. C'est souvent un des trucs que quand tu regardes tout ce qui est l'éducation autour de monter des business, etc., on te dit que c'est bien d'avoir une vache à lait, mais d'avoir aucune autre alternative, c'est pas très bon pour ton business, quoi. Un très bon exemple pour ça, qui était arrivé en France, c'est un entrepreneur qui avait explosé tout et qui s'est fait exploser en plein vol. C'était AppGratis, je pense. C'est ça le nom. C'était une application pour l'App Store qui te permettait, tous les jours, il te donnait je crois que c'était au début, une app gratuite qui est payante normalement. T'allais sur AppGratis et tu l'avais, tous les jours, t'avais une app gratuite. Et du coup, en fait, ça générait du trafic énorme pour les gens qui mettaient leur app gratuite sur AppGratis, parce que d'un coup, ils avaient un trafic énorme. Tous les gens qui avaient loupé le coche, ils se mettaient à payer, donc le lendemain, t'avais plein de nouveaux utilisateurs payants que t'aurais pas eu. Et du coup, lui, il faisait payer AppGratis, il faisait payer comme si c'était une plateforme de pub, quoi. Si tu voulais être sur AppGratis, tu venais, tu payais. Donc tu mettais ton app gratuite et en plus tu payais le mec d'AppGratis. Du coup, il faisait à mort de business. Je crois que c'est le fondateur de Batch maintenant, une solution qui fait des notifications pour application. Okay. Et donc du coup, il a fait ça pendant 1 an et demi, je crois. Il est passé de 0 à 50 employés. Tout allait bien pour la boîte. Et un jour, Apple, il a dit mais ça, on veut pas. Du coup, ils ont changé leur CGU, ils l'ont interdit d'exister. Mais c'est vraiment ça. Du jour au lendemain, il avait plus de business. Ouais, c'est des leçons. Moi, j'en ai eu quelques-unes, des leçons comme ça. Hein. C'est clair. C'est clair que quand tu mets toutes tes... Enfin, c'est pas toutes tes œufs forcément, dans ce cas-là, oui. Mais quand tu es dépendant de l'App Store ou de Facebook pour ton acquisition, ou enfin, tu vois, peu importe, faut faire gaffe, quoi, clairement. Ouais, faut être sûr que tu es dans les bonnes grâces de celui sur qui tu grossis sur le dos. Ouais, Parce que si il change d'avis, t'es niqué. Et puis, je crois qu'ils ont essayé, quand ils ont eu cette nouvelle, ils ont essayé de faire une app web à la place, de détourner, etc. Mais en fait, ils ont perdu tout leur trafic puisque tout le monde passait par leur app. Du coup, ils ont pas de solution possible, ils ont dû fermer la boîte. Ça fait mal, ça, quand t'as une super belle histoire de boîte et du jour au lendemain, c'est Noël, mais dans le sens inverse, quoi. Ouais, quand t'as un gars qui prend une décision, non, en fait, non. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok, merci, au revoir.